la solution au bout du fil. 8h16, voici à la une dans le monde. Et à la une dans le monde aujourd'hui, je vous le disais, fin d'année toujours propice au bilan en tout genre. Et donc nous allons faire un bilan géopolitique de cette année 2025, ainsi que voir un petit peu quelles sont les prévisions pour 2026. Et ce, Jonathan, en compagnie de notre invité. Il s'agit de Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté, que je vous engage à aller visiter. C'est toujours très intéressant. Jonathan, je vous laisse avec Gérard Vespierre. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Alors on va commencer notre tour du monde, si vous le voulez bien, et notre bilan de l'année 2025 par le Proche-Orient. Tout d'abord, après 2 années de guerre en Israël, l'année 2025 a été marquée par l'accord de cessez-le-feu conclu par le président Trump dans la bande de Gaza. Alors j'ai une question toute simple et compliquée en même temps. Assiste-t-on à la révolution promise par le chef d'État américain, mais aussi par le Premier ministre Netanyahou, ou bien sommes-nous encore loin des changements promis par les deux chefs d'État? Je pense que les noms sont importants, mais mettre le nom du président Trump sur la signature du traité de cessez-le-feu, bon, c'est une gentillesse, mais la réalité, ça représente le travail de toutes les équipes américaines du département d'État, du Pentagone et bien sûr du gouvernement israélien, plus tous les pays et donc aussi les diplomaties de la région du Golfe, voire un peu plus, donc sur les bords de la Méditerranée avec l'Égypte, qui ont accompagné le processus. Donc il s'agit je crois qu'il est important de voir les vraies forces qui sont mises en œuvre, et donc c'est à la fois un accord international avec la contribution américaine, mais aussi un accord fondamentalement régional. Alors, une année 2025 qui a aussi été marquée par un conflit entre l'Iran et Israël, 12 jours de frappes réciproques intenses, et à la fin de cette année 2025, tous les experts s'accordent à dire qu'une nouvelle guerre pourrait reprendre sous peu. Alors, est-ce que vous y croyez déjà? Et est-ce que ces bruits de bottes sont-ils synonymes d'échec pour Israël, qui n'a apparemment pas réussi à calmer les ardeurs belliqueuses de l'Iran? Ou au contraire, la République islamique cherche-t-elle à sauver l'honneur et les apparences après les revers essuyés au mois de juin dernier? Bon, d'abord, je ferai montrerai quelques hésitations sur le terme guerre, n'est-ce pas? Des frappes pendant une dizaine de jours, ce n'est pas une guerre à proprement parler, parce que si on parle de guerre pour les bombardements en Iran, alors quel terme doit-on utiliser pour l'Ukraine, n'est-ce pas? Donc voilà, je crois qu'il faut être très très prudent. Il s'agit d'une opération très limitée dans le temps et concentrée sur l'Iran, avec effectivement des frappes militaires on ne peut plus stratégiques. Donc c'est effectivement un événement très très important qui contribue à la déstabilisation intérieure et extérieure du régime iranien, qui a perdu donc son allié le Hamas, qui a perdu son allié Hezbollah, en tout cas qui est en très 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 grande difficulté financière, politique et militaire au Liban, qui a perdu bien sûr l'appui de la Syrie et la contribution syrienne. Donc les Houthis maintenant sont beaucoup plus calmes, et la situation intérieure iranienne est vraiment sur le bord d'une explosion. Donc c'est une contribution très importante finalement que la réponse globale israélienne, régionale, à l'attaque du 7 octobre, qui était très très locale, mais la réponse coordonnée avec les États-Unis, donc depuis 2023, de frapper aussi les donc contributeurs alliés de l'Iran, que sont les milices que l'on connaît, que je viens de citer, eh bien, a été vraiment un événement, un retournement stratégique comme on n'en avait pas vu depuis longtemps au Proche et Moyen-Orient. Puisqu'on est à l'heure des prévisions pour 2026, est-ce que vous pensez que 2026 coïncidera avec la chute ou le début de la chute du régime iranien? Je pense que chaque heure, chaque minute, chaque seconde nous rapproche effectivement de mouvements profonds en Iran.
J'ai moi-même écrit l'an dernier un ouvrage vers la prochaine révolution iranienne. Donc, c'est quelque chose que effectivement les observateurs attendent parce que les conditions sont réunies, les conditions économiques, les conditions d'usure politique et les conditions de la fin d'un système avec un guide de plus de 87 ans, avec pratiquement 37 ans, je crois, de pouvoir. Et donc la pyramide nucléaire de la politique régionale iranienne et donc d'expansion, eh bien, a été mise à mal depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, je crois que le système iranien est effectivement à bout de souffle. Maintenant, la décision appartient aux Iraniennes et aux Iraniens eux-mêmes. Sur un autre front, celui russo-ukrainien, on voit un Donald Trump tenter d'employer les mêmes méthodes qu'au Proche-Orient pour mettre fin au conflit, des discussions indirectes, des plans en 20 points ou en 28 points. Mais là, on sent que le président américain se heurte à un mur, à savoir Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui pourra faire vaciller le chef du Kremlin et le convaincre de freiner ses velléités de conquête? Ben, je pense que le temps est en train de faire son œuvre, n'est-ce pas? L'usure de la guerre sur un pays, la Russie, qui commence aussi à en être fatigué, fatigué sur le plan économique, fatigué sur le plan de la population. N'oublions pas que même si les sondages sont difficiles, on voit monter des chiffres qui demandent le retour à la paix, même si habilement le peuple russe confirme son approbation de Vladimir Poutine, il en profite aussi pour passer un message en disant en majorité, maintenant 60% des Russes souhaitent la paix. Bon. Donc il faudra qu'un jour cela intervienne parce qu'un taux de croissance à 0%, un taux de la Banque centrale donc à 16% qui absolument annihile toute possibilité de croissance industrielle classique ou de consommation, d'investissement des ménages, cela ne peut pas durer, d'autant plus que les ventes de pétrole diminuent en volume et que les prix baissent. Donc les recettes russes sont parties à la baisse depuis déjà un ou deux trimestres, donc ça ne peut pas continuer et il faut effectivement que Vladimir Poutine prenne la décision finale. Espérons en 2026 que effectivement nous aurons un accord de cessez-le-feu au moins entre la Russie et l'Ukraine. Sinon, Gérard, pour terminer, on a beaucoup entendu plusieurs généraux européens, notamment en France, ou des responsables de l'OTAN soulever la menace d'une guerre imminente sur le sol européen en appelant les populations à se préparer au pire. Et Giorgia Meloni a d'ailleurs déclaré dans ses vœux de Noël que l'année 2026 allait être pire que l'année 2025. Alors pensez-vous que cette guerre que tout le monde craint frappe à la porte de l'Europe? Et si oui, quel sera l'ennemi, russe ou islamiste? Écoutez, là, on a affaire à des situations complètement différentes. On ne peut pas à la fois estimer que le cessez-le-feu est proche en Ukraine et que la Russie, après 1 million de morts et de blessés, 1 million de populations pratiquement parties dans les pays voisins et donc une situation économique difficile, va se lancer dans une aventure militaire qui implique 950 millions de citoyens libres vivant dans les pays de l'OTAN. Donc je crois qu'il faut raison garder. Oui, nous sommes dans un affrontement global avec la Russie, c'est certain, idéologique, cyber, informationnel, hybride. Regardons les vols de drones en Europe. Donc il y a cette situation absolument à prendre en compte. Ça, c'est effectivement le risque de 2026. Il faut y faire face de façon coordonnée. On ne peut pas accepter des attaques cyber venant de la Russie sans que les pays de l'OTAN, de façon déguisée ou de façon officielle, donnent une réponse cyber à la Russie. Est-ce que vous pensez, juste pour terminer, que la menace islamiste est beaucoup plus prégnante que la menace russe Je en pense que Europe? la menace islamiste n'existe que dans la mesure où il y a des combats au Proche et au Moyen-Orient. À partir du moment où on a eu cette flambée en Europe parce qu'effectivement, les pays occidentaux frappaient l'État islamique,
frappait des musulmans, frappait des Arabes en particulier. Il y avait bien sûr d'autres populations tchétchènes, etc. Mais donc voilà, il y avait ce foyer, ce feu mais si nous avons, par exemple, comme on vient de l'évoquer, un retournement de situation en Iran, n'est-ce pas, et une libération du religieux par rapport à un pays de 90 millions d'habitants, ne doutons pas qu'il sera beaucoup plus difficile en Occident de porter le voile après avoir vu des dizaines de millions d'Iraniennes le quitter. Gérard Vespierre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.